Bonjour à toutes et à tous. Good afternoon to everyone. I am very happy and honored to be the moderator of this panel on the golden rules for digital transformation in Africa. Before I introduce my guests, let me share, first of all, some figures, some insights, allowing us to give us some perspective for the discussion and to benefit from the return of experience from big Pan-African groups present in our panel today. Present in 15 countries with about 20 subsidiaries in the insurance activities and also health insurance, but also banking. We also have the BFCO group present in over 30 countries of the African continent, with a strong presence in the commercial bank sector, financial services, and to start, I would like to give you a few key figures. The first message I'd like to get through is that today in Africa we have succeeded in creating the use of digital. We've created the use very simply because over 50% of mobile payments are made by Africans. So despite the crisis, the insurtechs were able to raise over $7.11 billion through a dynamic of innovation and creativity, through the creation of over 400 digital hubs. So we see a real ambition in terms of digitization of payments and transactions. And today, the ambition by 2025, we should reach the 67% figure for all transactions in Africa. And I think this is a very important figure because the success of digitalization is the creation of the use. We've also seen that people did, in the institutional level, they've realized the importance of the topic. For instance, they've invested in blockchain, in IA, analytics, and this really led to the speeding up of this creation of use and the client's experience. Another important point is the link with the Qui study that démontre we've made que at le EY, développement du digital réduit sensiblement l'économie informelle de plus de 3,7% du PIB annuellement. Et ça, c'est quand même un point important. Important dans le sens où il est crucial d'avoir un partenariat public-privé qui permet de développer le secteur financier et permet de développer, disons, la promotion des services financiers digitaux dans nos pays africains. Maintenant, si je reviens un petit peu sur notre thématique qui sont les règles d'or de transformation digitale, alors on se pose essentiellement les questions suivantes. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi on lance des projets de transformation digitale? Selon les retours d'expérience que nous avons pu avoir aujourd'hui, il y a un point important à signaler, c'est que on ne peut lancer de projets de transformation digitale que s'il y a vraiment des business cases, c'est-à-dire il y a un point de croissance, il y a un point à chercher la croissance, dans le chiffre d'affaires, dans le PNB. Et donc cette croissance-là, elle doit être démontrée dans le lancement des projets de transformation digitale. Il faut qu'il y ait un business case, il faut qu'il y ait un retour d'expérience, d'investissement. Et ce retour d'investissement, on doit le voir dans tout ce qui est acquisition de nouveaux clients à travers l'amélioration de parcours client, mais également à travers, l'injection de nouveaux produits ou l'amélioration des différentes frustrations du client. Et donc là,
un point qui est important, c'est que tout projet de transformation digitale doit être derrière un besoin de, disons, se positionner sur certains gisements de croissance, à la fois au niveau de retail ou autre, mais le plus important, c'est qu'il y ait clairement une meilleure compréhension du besoin client qui se traduit vers un nouveau business, et ce nouveau business peut être, disons, facilité à travers l'utilisation un peu de digital. Et ça, on voit clairement aujourd'hui l'apport, par exemple, des fintech qui ont essayé de se positionner sur cette partie-là d'amélioration de parcours client en front office et qui ont pu quand même générer ou onboarder pas mal de, disons, de segments de clients qui ne sont pas aujourd'hui disons, dans le secteur financier. Il y a également un autre point pour pourquoi lancer, si on revient aux slides, pourquoi lancer, disons, la transformation digitale, c'est également cette partie-là d'optimisation de processus et d'organisation, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que sur la partie process, sur la partie organisation, il y a beaucoup de gisements de croissance. Et sur cette partie-là, aujourd'hui, les institutions financières ont des legacy systems, ont disons, des systèmes d'information assez lourds, ont une infrastructure assez lourde. Et aujourd'hui, les études ont montré qu'on peut optimiser plus de 38% des charges d'exploitation liées au système d'information. Pareil pour la partie ressources humaines, qu'aujourd'hui, l'utilisation des nouvelles technologies comme la robotisation, comme l'intelligence artificielle, permet d'optimiser un petit peu la partie charge d'exploitation de plus de tiers. Il y a un autre point qui est important dans le why de transformation digitale, c'est cette partie-là de risk management. C'est-à-dire on met en place des projets de transformation digitale pour réfléchir autrement en termes de maîtrise de risque et raisonner plutôt une vision 360 en risk management compte tenu de ces nouveaux risques, dont notamment la cybersécurité. Aujourd'hui, on ignore qu'il y a vraiment des besoins de mise en place de projets de transformation digitale avec un focus cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'on s'ouvre sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles applications et tout ça. Et aujourd'hui, il y a un grand intérêt à repenser un petit peu la fonction risk management autrement. Et je donne un exemple par rapport à ça, et c'est qu'aujourd'hui, dans même la fonction risque de crédit, on n'arrive pas à injecter un petit peu cette notion-là de cybersécurité comme point important d'appréciation de risque, parce qu'on peut évaluer le risque de crédit d'une entreprise client d'institutions financières comme bonne, mais sauf qu'elle peut se faire attaquer de cyberattaques, et donc du coup, sa rentabilité peut être impactée, disons, et sa viabilité peut être impactée. Et donc, du coup, ce risque de cybersécurité peut se transformer en risque de contrepartie. Et aujourd'hui, on ne prend pas en considération cet aspect assez important. Alors, dans tout ça, il y a un point clé dans le why de transformation digitale, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin vraiment de nouvelles compétences, de nouveaux métiers au sein de la banque, des institutions financières qui sont capables aujourd'hui, on parle de data scientist, on parle de UX UI design, on parle de nouveaux métiers qui sont nécessaires pour développer un petit peu le parcours digital, et également d'une transformation de culture, de mindset, de capabilities un peu des ressources humaines. Et avec le projet digital, il y a un point quand même important également, c'est cette partie-là, data, où on ne peut pas faire de la transformation digitale ou faire des business cases de transfo digital sans qu'il y ait vraiment un socle data solide, et on peut faire de l'intelligence artificielle, on peut faire de pilotage et tout ça. Avec tout ce dispositif-là, la banque ou les institutions financières ou les compagnies d'assurance, tout ça, ils n'arrivent pas à réussir leur transformation digitale si on n'arrive pas, à s'ouvrir à l'écosystème innovation. Et donc, au final, ce qu'on se rendu compte que quand même un projet de transformation digitale, c'est un projet d'entreprise, c'est un projet 360. C'est pas uniquement un projet avec un focus front office ou un focus juste client, mais c'est vraiment un projet où il inclut l'ensemble des composantes de l'entreprise. Et c'est pour cette raison, autour de la table, on veut avoir des retours d'expérience
des grands groupes panafricains qui ont lancé des projets de transformation digitale pour avoir leur avis, leur retour d'expérience, quelques enseignements par rapport à la réussite de leur projet de transformation. Alors, permettez-moi de vous présenter d'abord Madame Leïla Sirar. Leïla est de formation en management. Elle a démarré sa carrière chez une banque d'affaires CFG Group. Ensuite, elle a switché en métier de consulting avec Arthur Andersen Consulting, puis Valiance Consulting au Maroc, où elle a piloté plusieurs projets de transformation en banque et en assurance. En 2012, Leïla a intégré le groupe Bank of Africa en tant que directeur capital humain jusqu'à janvier 2019. À partir de cette date, à ce jour, elle prend le lead de la direction de transformation de projets de groupe. Et je suis très content d'avoir Leïla dans ce panel autour du projet transformation digitale. Chantez Leïla. Roch Ginko avec nous du groupe Sunou. Alors Roch, ingénieur de formation, Roch a débuté sa carrière dans le conseil en management en IT, CCGI d'abord, puis Accenture, où il est intervenu sur plusieurs projets de transformation pour le compte des grands groupes de CAC 40. En 2015, il rejoint le groupe BNP où il a structuré et dirigé la direction organisation et système d'information. Ensuite, il a été derrière tout cet exercice-là de mutualisation de la fonction IT des 4 filiales de groupe BNP, où il jouait le rôle par la suite de directeur régional de l'IT UM1 du groupe BNP. En juin 2020, Roch intègre le groupe Sunou en tant que directeur de digital de transformation et prend quelques mois plus tard la direction du programme de transformation globale du groupe Sunou. Enchanté, je suis très content d'avoir Roch avec nous dans ce panel. Alors pour commencer, peut-être avec Leïla. Leïla, un projet de transformation digitale, absolument, c'est un projet d'entreprise, c'est un projet où on fait sortir une quarantaine sans peut-être action ou projet. Est-ce que vous êtes d'accord que le grand challenge pour ça, c'est un challenge dès le début, un challenge de priorisation, sur quel projet on peut commencer, quelle pertinence de tel projet, est-ce qu'il y a un business case ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce sujet-là de priorisation de la feuille de route de projet de transformation? Merci Leïla en tout cas pour l'invitation. Tout d'abord, je voudrais dire que tout ce dont vous avez parlé dans votre présentation, on s'applique parfaitement à notre stratégie digitale telle qu'on l'a pensée il y a quelques années en fait. Le Think Big, Start Small and Scale Faster, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire à travers en fait 2 cycles dans cette stratégie digitale. Une première phase qui a démarré en 2015 avec des grandes ambitions stratégiques digitales à travers 3 axes. Donc le premier étant l'amélioration de l'expérience client et du self-care de nos clients. Et bien sûr, derrière, permettre de développer des nouvelles ressources et de nouveaux revenus. Le deuxième axe qu'on a acté était de positionner la banque, le groupe Bank of Africa, comme acteur de référence dans le digital et l'innovation. Et le troisième axe était de digitaliser les process de métier, front to back, pour renforcer notre efficacité opérationnelle et bien sûr et réduire le risque opérationnel. Et donc, à travers ces 3 axes et ces 3 ambitions digitales, on en est ressorti avec un portefeuille de 13 chantiers de différentes natures qu'on peut catégoriser en 3 grandes natures de chantiers. La première nature, c'est des chantiers de nature métier avec un objectif de développement business de type tout ce qui est souscription en ligne, banque assurance, des plateformes de souscription aussi, de crédit consommation, de crédit immobilier en ligne, etc. Tout ce qui est mobile payment. Ensuite, il y a des chantiers internes avec plutôt un objectif de capacity building et d'augmentation de l'efficacité opérationnelle. Et là, on a axé sur la robotisation de nos process front to back et beaucoup plus d'ailleurs back-office, sur la montée en compétences aussi de nos ressources, qu'elles soient IT ou AMOA, ou même métier sur ces sujets, sur ces thématiques digitales, par exemple, il y a d'autres thèmes. Et le dernier, typologie de chantier,
Donc, après la typologie métier interne, il y a la dernière qu'on a catégorisée comme chantier prospective, qui sont de nature, en fait, où on était plutôt en mode test and learn. On a mis en place ce qu'on appellerait des POC, des proof of concept, et pour démontrer l'impact. Donc l'impact est le ROI de ce type d'investissement. Et là, on retrouve typiquement des projets autour du big data, de l'intelligence artificielle, du blockchain. Donc voilà un peu comment on a catégorisé notre portefeuille. Et en termes de critères de priorisation, on avait un peu retenu à l'époque, parce qu'il y a eu 2 cycles en fait dans notre feuille de route, dans notre roadmap digital. Il y a eu une première étape 2015-2019, disons avant Covid, et il y a eu la feuille de route post-Covid, puisque ça a largement impacté notre roadmap. Donc 2020 et 2022, pardon. Donc, dans ces critères-là, en tout cas, étaient essentiellement drivés par la criticité et l'urgence de conformité réglementaire. On a eu des sujets autour de mise à niveau réglementaire, notamment dans nos filiales européennes, d'où le déploiement d'une plateforme digitale d'entrée en relation avec notamment la clientèle migrante. On a eu un axe aussi qui a permis, parmi les axes de priorisation, c'était de faire le choix de quelques use cases, de cas d'usage, j'allais dire, par rapport à des parcours et des moments de vie de nos clients. Donc, on a dû faire toute une démarche pour analyser les parcours de nos clients, d'identifier les irritants et les facilitants, et de pouvoir mesurer donc ceux qui étaient les plus critiques et à fort impact sur notre clientèle. Et on a dû faire même des focus group avec notre réseau commercial pour en sélectionner quelques-uns et à partir de là, décliner cette priorité en feuille de route, notamment sur l'aspect amélioration de l'expérience client et le self-care. Ensuite, il y avait quand même sur certains pays, plutôt d'Afrique, notamment anglophone, où à la fois on avait une concurrence des banques qui étaient assez développées en termes d'usage digital, On a eu des nouveaux entrants comme les néobanques ou des opérateurs télécoms comme Orange Bank qui ont un peu boosté notre stratégie digitale dans ces pays, du Kenya, l'Ouganda et même quelques pays de l'UEMOA comme la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut dire qu'il y avait un terreau où le niveau de maturité digitale des clients était un peu plus évolué que d'autres zones géographiques africaines. Et le dernier point, l'avant-dernier, c'est l'aspect impact, notamment sur le cost to serve de nos opérations. On a identifié dans le diagnostic qu'on avait des cost to serve sur certaines opérations qui étaient élevés. Et donc, on a dû, bien sûr, y prioriser certaines initiatives digitales qui avaient un fort impact pour réduire ce cost to serve et en même temps réduire, donc améliorer notre COEX, optimiser le temps commercial de notre force de vente, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui nous ont permis de prioriser cette roadmap et de l'alotir. Comme je l'ai dit, on a la priorité qui était pour nous, on a annoncé une initiative urgente sur un aspect réglementaire et ensuite tout de suite on a entamé sur le marché retail. On a voulu prioriser le marché retail avant le marché entreprise sur l'aspect parcours client et usage client. Voilà globalement. Alors par contre, sur nos filiales africaines, parce que là je parle beaucoup du Maroc, qui quand même représente plus de 50% du RNPG de notre groupe Banque of Africa. Sur l'Afrique, hors bien subsaharienne, il y a eu un choix stratégique, disons qu'il y avait un objectif un peu plus poussé qui était l'inclusion financière. Et donc, de là a découlé tout un chantier autour de l'X-Banking et autour du mobile banking qui a été vraiment accéléré dès le début. Et avec au démarrage de cette transformation digitale, la mise à niveau des aspects IT et sécurité informatique et consolidation de l'aspect infrastructure IT. Donc, ça a été un peu la base. Et ensuite, ils ont tout de suite attaqué l'aspect cas d'usage retail
tous les cas d'usage d'automatisation de la souscription en ligne, du crédit consommation, du crédit immobilier, etc. Donc, mais il y avait ce souci d'inclusion bancaire, d'inclusion financière, notamment dans certaines régions où le niveau de maturité, le taux de pénétration dans les banques était faible. Voilà en synthèse ce que j'avais à dire sur ce sujet. Super, super Leïla, super Leïla. Ce que je note en tout cas, c'est quand même des points importants par rapport à ce challenge-là de priorisation de la feuille de route de transformation. Conformité réglementaire KYC, parce qu'on sera amené absolument de prioriser certains aspects de KYC, notamment à travers la robotisation. Le fort impact client, ça c'est quand même un point très, très, très important. L'usage, accélérer l'usage, parce qu'on peut se trouver dans des environnements où les néobanques ou les EDP, les établissements de paiement qui peuvent bousculer un petit peu l'usage ou s'adapter. Et absolument, on revient au sujet de coefficient d'exploitation et l'amélioration de coefficient d'exploitation avec la partie sécurité. Alors, Roch, je pense que vous avez trouvé une feuille de route qui est préétablie avec beaucoup de projets. Par contre, vous avez quand même instauré une autre manière ou trouvé un peu des astuces pour leverager cette feuille de route-là ou challenger cette feuille de route-là disons, mettre en place peut-être d'autres critères encore plus pragmatiques pour accélérer le delivery. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on commence un petit peu un tel projet, on commence par disons, une centaine de projets, une vingtaine de programmes, et derrière, l'exécution peut faire défaut et on a peut-être pas mal de retours d'expérience par rapport à ça. Comment vous avez vécu un peu ce challenge-là de priorisation, Roch, chez Sunou? Merci Rida, merci Leïla pour ce partage qui est très intéressant et très instructif. Alors, effectivement, c'est particulier puisque Rida, dans la présentation, j'ai rejoint le groupe Sunou il y a moins d'1 an et l'une des ambitions et l'un des leitmotifs justement de cette mission, c'était de reprendre ce programme de transformation digitale lancé 2 ans plus tôt par ce groupe. Alors, nous avons la chance d'être un groupe leader dans l'assurance et nous avons également l'ambition de grandir énormément aussi dans la banque. Et nous avons également la santé avec qui nous essayons en fait d'évoluer globalement. Quand on prend et que l'on retrouve un programme de ce type avec une ambition aussi forte que celle que le groupe en fait souhaite, on a le droit de se poser un certain nombre de questions autour de 3 aspects. La première question, c'est de se dire, d'un point de vue client, est-ce que finalement, avec cette roadmap qui a été structurée, nous entendons nos clients? Est-ce que les attentes de ces clients sont satisfaites? Et sur cette base, en égrénant finalement tous les projets qui auront été identifiés, on arrive à se faire une idée un peu plus précise de cette question. Est-ce que les attentes des clients sont-elles satisfaites? Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la voie du business. C'est finalement de se dire, OK, on fait des projets, l'ambition dans un programme de transformation, c'est d'impacter indéniablement le business, c'est d'impacter le PNL de façon extrêmement positive. Est-ce que finalement, tous les projets que nous avons portés permettent d'agir là où il faut, de sorte à ce que, en termes de recettes, nous arrivions à faire des choses beaucoup plus intéressantes. Le troisième élément, c'est la voie des opérations, puisque finalement, quand on fait de la transfo, oui, nous ambitionnons de porter de la valeur client, mais nous ambitionnons aussi de pacter la productivité en interne. Donc, tout ce qui est amélioration continue de l'efficacité opérationnelle, est-ce que les processus sont efficients? Est-ce que les collaborateurs sont productifs? Est-ce que finalement, nous sommes dans un environnement qui sied à cette transformation digitale? Donc, quand on reprend une feuille de route de ce type-là, et initialement, elle tournait autour de 10-11 projets, on se pose ces questions et l'on essaie de se dire, et finalement, en réfléchissant sur ces 3 aspects-là, est-ce que finalement il ne faut pas doper? Et c'est finalement ce que nous avons fait, puisque nous sommes passés d'une dizaine, onzaine de projets à aujourd'hui 21 projets, tous aussi importants les uns pour les autres, aussi bien pour le programme que finalement pour le groupe. C'est le lieu aussi de rappeler que finalement, nous avions trouvé un programme qui était très axé sur l'assurance, c'est normal, c'est là où nous faisons une très grande partie de notre chiffre d'affaires. Et l'idée, c'est de se dire finalement,
nous avons avec une banque en 2018, comment est-ce que nous gérons cet arrimage-là avec la banque et comment est-ce que nous arrivons en fait à développer le cross-selling. Le réajustement de cette feuille de route a été quelque peu engagé à ce sens, de sorte à créer de véritables synergies, d'abord entre les branches vie et non-vie au sein de l'assurance, et finalement en fait de traiter cet arrimage en fait que l'on espère voir très rapidement au niveau de la banque. Voilà, donc la structuration s'est faite autour de ça dans un premier temps. L'autre enjeu, finalement, quand on fait de la transfo, on pose de la stratégie, on pose des projets, on encadre un certain nombre, il faut se poser la question de l'exécution. Et l'exécution, c'est là où souvent on a de grosses difficultés, c'est le delivery. Plutôt des profils qui auront tendance à dire qu'il faut passer énormément de temps à réfléchir, à penser et après passer sur une seconde phase d'exécution. On a tout de suite changé finalement cette approche-là en se disant qu'il faut que nous arrivions à délivrer en fait par petits bouts. Donc nous avons intégré une bonne dose d'agilité pour réussir à finalement montrer des réussites dans des délais beaucoup plus courts et c'est finalement quelque chose qui a de l'impact et qui nous permet aujourd'hui de dégager une valeur assez certaine sur ces sujets-là. Voilà, Rida. Et, Super. Voilà, merci. Super, Roch, parce que là, tu m'as facilité la tâche pour introduire un big challenge que tu as évoqué, c'est un peu le delivery, cette notion-là d'agilité et cette notion un peu de comment investir dans l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'on lance un peu ce portefeuille de projet, alors généralement, ce qu'on observe, c'est que généralement, c'est les mêmes personnes qui font à la fois la partie delivery opérationnelle, mais également ils s'occupent de projets. Donc, ils seront 20% en mode projet ou 30% en mode projet, et le reste, ils sont vraiment en delivery. Chemin faisant, on se retrouve au bout d'un an avec un taux d'exécution de 10% et on se pose là les questions pourquoi ça ne marche pas. Alors qu'il y a quand même certains points quand même importants qui sont déjà, est-ce qu'on a le bon dispositif humain, qui peut piloter, innover, repenser from scratch un petit peu les processus dans cette logique-là d'agilité. Est-ce qu'on a pu recruter des nouveaux talents requis par la transformation digitale, des data scientists ou autres? Est-ce qu'on a pu créer cette dynamique-là, innovation? Et ça, c'est parmi les questions qu'on se pose aujourd'hui pour la réussite d'un projet de transformation ou ce qu'on appelle les règles d'or. Et donc peut-être, Leïla, est-ce que c'est un sujet que vous avez une problématique que vous avez pu rencontrer dans vos projets de transformation? Comment vous avez résolu cette problématique? Quelles sont les actions que vous avez mises en place par rapport à ça, par rapport vraiment à cette notion de ressources humaines et d'intelligence humaine pour réussir le projet Transfo? En fait, d'ailleurs, c'est bien de le dire parce que j'étais à l'époque, au moment de l'initiation de ce plan de transfo digital, j'étais DRH à la banque, donc j'étais en front sur ce sujet-là. Donc il y avait deux axes. Le premier, c'était déjà la montée en puissance des équipes projets qui, quand même, vous imaginez 12 ou 13 chantiers majeurs sur des thématiques parfois où personne n'avait de compétences en interne. Donc l'idée, c'était de pouvoir tout de suite déjà monter en puissance cette équipe-là. Donc il a fallu, dans un contexte très tendu j'allais dire, de ressources IT très sollicitées, avec un turnover assez élevé sur des profils type data scientist, développeur, PHP, voilà, vraiment sur des technologies Java, etc., qui étaient, disons, rares sur le marché. Et des product owners qui n'étaient pas du tout, j'allais dire, formés. C'était des bons experts métiers, mais passer d'un bon expert métier à un product owner maîtrisant la méthode agile, etc., il y a un gap. Donc, qu'on a dû, j'allais dire, affronter. Donc, le premier travail a été déjà, dans un premier temps, de définir des parcours de formation. Pour cette équipe projet, on a défini ce qu'on a appelé un passeport digital
autour d'une dizaine de thématiques qui ont été identifiées sur les différentes, sur la base d'un référentiel de compétences digitales qui a été élaboré. Et il y a eu plusieurs lots. Ce parcours n'était pas sur un an, enfin, il était sur plusieurs étapes. Donc on a défini le passeport digital. Et après, il y a eu des étapes où il y a eu le bilan de ce passeport digital. On a mesuré le niveau d'appropriation des équipes projets, notamment sur le mode agile, sur le design thinking, sur un certain nombre de compétences à développer. Donc ça, c'était un axe de notre accompagnement. Le deuxième axe a été tout de suite d'agir sur le réseau commercial avant d'agir sur les équipes centrales et les back-office. Donc sur les équipes commerciales, on a adressé le même passeport digital, mais avec des thématiques différentes, plus contextualisées à l'aspect terrain, et pour mesurer leur niveau d'appétence digitale. Et je peux vous dire que le gap était quand même important et qu'on a dû là aussi, mais ça partait de tout, c'est-à-dire ça touchait à la fois le niveau d'appropriation, la bonne connaissance des outils de canaux distants. Qu'est-ce qu'un libre service bancaire, qu'est-ce qu'apportent les réseaux sociaux, mais vraiment des choses déjà très globales. Et déjà à ce niveau-là, il y avait quand même un certain gap. Après, bien sûr, il y a eu donc ça, c'était initialement. Après, on a fait évoluer le passeport digital. On a injecté un peu plus d'usage des plateformes digitales. Nous, on a une plateforme qui est assez connue, qui s'appelle BMC Direct, qui est sur mobile. Donc, et là aussi, il fallait qu'on a senti à un moment donné que le niveau de pénétration chez la clientèle était faible. Donc, on s'est dit, il faut attaquer quand même. Il faut à un moment donné agir sur le commercial, pour que lui-même soit l'ambassadeur et puisse enrôler ses clients sur cet outil-là. Et donc ça a été fait à la fois sur les commerciaux de particuliers professionnels et sur l'entreprise, pareil, parce que là aussi il y avait un taux d'appropriation et d'enrôlement de la clientèle entreprise sur notre plateforme BOA Business Online qui était qui était assez faible. Donc du coup, et on a senti la différence du fait de cet accompagnement. Et ça nous a permis de mesurer vraiment le niveau de montée en puissance à la fois des équipes projets et des équipes commerciales. Et la troisième étape, quand on a pu déjà bien avancer, on a pu adresser aussi les équipes sièges, c'est-à-dire les fonctions support et les fonctions back-office. Où c'était quand même c'était un peu plus moins challenging, disons. Donc, mais l'idée, c'est de partir d'un référentiel, de compétences digitales qu'on a traduit en passeport de formation digitale et des parcours. Alors après, sur un autre sujet, donc ça, c'était un axe qui était vraiment une appropriation des solutions digitales. Il y avait un autre axe, c'était quelles compétences et quel emploi demain, comment cette transformation digitale va agir sur notre référentiel d'emploi de demain. Et donc là, on est sur un travail, on est en train de travailler aujourd'hui sur la refonte de notre référentiel d'emploi et de compétences au regard de pas mal de transformations que nous subissons, le changement de modèle relationnel, de digitalisation, il y a vraiment pas mal de choses, de changement de modèle opérationnel, etc., qui demain va impacter les métiers, et notamment le métier du conseiller clientèle et du directeur d'agence. Et du coup, l'idée, c'est pas, il a fallu faire tout un travail d'accompagnement au changement pour dire que voilà, et leur métier va pas disparaître, il va se transformer avec de nouvelles compétences. Et donc là, tout de suite, d'ailleurs, on est en train de déployer des parcours soit en classe virtuelle, soit en mobile learning, pour les monter en compétence sur leur nouveau rôle de commercial en mode dans cette logique de stratégie multicanale intégrée, etc. Donc il y a eu ces deux sujets que nous avons adressés depuis 2015.
Ah, super, super, Leïla. J'ai bien aimé cette notion-là de passeport, de formation digitale, tout ça. Ça, c'est quand même intéressant parce que absolument, c'est-à-dire il y a vraiment pas mal d'exercices de redéploiement, un peu de ressources. Il y aura certainement des exercices de frustration, un peu des personnes qui Exactement. faisaient quelque chose. Demain, leur manière de faire a changé parce que nous avons mis en place de l'intelligence artificielle ou de la robotisation où on a bouleversé, parfois repensé un peu les process à travers la digitalisation. Ça, c'est un point important. Et ce qui me ramène certainement à une autre question qui est la manière de faire les choses. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que quand même un projet de transformation digitale, c'est pas les projets classiques où voilà, il y a du delivery classique, des manuels de procédure ou des réflexions simples, mais c'est beaucoup plus une certaine dynamique qui est différente, une autre manière de faire les choses. Et ce qui m'amène un petit peu à cette réflexion, cette notion-là de Digital Factory, ou cet exercice-là d'Open Innovation, et un autre mode disons, de delivery. Et donc, alors, Rock, entre mode de delivery classique et mode de delivery via Factory, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça et comment on peut délivrer mieux en instaurant une autre manière un petit peu de faire les choses à travers absolument les techniques de design thinking, d'agilité et tout ça, et peut-être un cadre encore qui inspire, parce qu'il faut qu'il y ait de l'inspiration également et l'ouverture à un écosystème innovation. Oui, alors effectivement, Leïla a beaucoup parlé du capital humain, cette progression entre finalement une RH qui se veut administrative vers une véritable culture de capital humain. Alors, le sujet que tu pointes du doigt, en l'occurrence, ce qu'on appelle dans notre jargon la Digital Factory, cette usine qui permet quelque peu, en tout cas, de véritablement construire des produits dans la célérité en fait attendue par le business et quelque part de permettre aux structures d'être beaucoup plus to market. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Digital Factory est quelque peu l'élément majeur qui permet véritablement de se mettre en configuration pour répondre aux enjeux et au rythme d'innovation. Parce que finalement, c'est une structure qui permet aux entreprises de disposer d'un environnement quelque peu favorable de construction et de communication de nouvelles idées, tout simplement. Il faut partir du principe et considérer en fait cette organisation comme, voilà, comme regroupant un ensemble de ressources et des moyens, et dont l'objectif en fait principal est quelque peu de mener des projets digitaux, d'accélérer également ce qu'on appelle en fait des analyses d'opportunités. Quand on met en place une Digital Factory de façon très concrète, on crée dans l'absolu un espace en fait que l'on dédie à des équipes en fait pluridisciplinaires. Là-dedans, c'est des équipes pluridisciplinaires, mais par contre d'experts, parce qu'on retrouve des nouveaux métiers qui sont drainés par le digital, ce qu'on peut retrouver des développeurs. Le développeur, il faut véritablement le positionner au centre. On va retrouver ce qu'on appelle des UX designers, tout ce qui est user experience, user interface. On peut également retrouver ces types de profils dans ce qu'on appelle cette Digital Factory. La data, tu l'as dit quand tu présentais quelque peu les chantiers qu'il faille véritablement en fait regarder, les data scientists, les data analysts, encore des data stewards que l'on positionnerait très clairement le plus proche possible de la donnée. Il y a aussi un élément qui est majeur, c'est l'architecture ici. Voyez-vous, je le disais tantôt, le groupe Sonou, leader dans l'assurance, qui a, avec une banque, avec une volonté de véritablement grandir et d'évoluer en fait sur cette banque-là, pardon, a un fort enjeu, c'est d'avoir une architecture avec un fort focus sur l'assurance, mais qui soit véritablement permissif pour évoluer demain de façon très intéressante sur la banque. Donc il y a un véritable enjeu quand on crée cette Digital Factory, c'est aussi d'intégrer des architectes et des urbanistes qui savent quelque peu en fait se positionner dans la durée. Alors, je pense qu'aujourd'hui, les domaines d'intervention de la Digital Factory vont véritablement dépendre de l'activité de l'entreprise. Nous sommes un groupe d'assurance et un groupe qui évolue également dans la banque, et on peut retrouver des sujets tels que l'intelligence artificielle, j'en parlais, des sujets tels que ceux relatifs à l'usage du mobile, ceux relatifs à l'analyse de la donnée, l'IoT, la cybersécurité. Tu as beaucoup parlé de robotisation, RIDA, sujet qui impacte énormément l'efficacité opérationnelle. Donc voilà, c'est véritablement une organisation pluridisciplinaire avec des sujets bien spécifiques qu'il faille véritablement drainer dans cette usine. Chez Sonou, nous avons fait le choix de créer cette Digital Factory dans une direction
système d'information et transformation digitale, typiquement, qui aujourd'hui va être véritablement positionné comme étant le fer de lance de cette stratégie de time to market que l'on veut véritablement en fait disruptif. Donc nous avons une Digital Factory focus sur les priorités du groupe en matière de relations clients, en matière d'ouverture avec l'écosystème innovation, tu en parlais tout à l'heure, en matière de data et en matière de synergie vie, non-vie et sur la banque. Donc nous faisons un focus sur ces métiers-là dans un premier temps, ce qui va nous permettre en fait de véritablement construire une base et nous rendre éligibles en fait sur toutes les typologies en fait de transformation. Et nous pensons, en tout cas à horizon 2022-2023, véritablement doper ce dispositif pour nous poser des questions sur tout ce qui est IA, tout ce qui est IoT et très certainement rentrer très vite en fait sur des sujets de robotisation. Voilà, grosso modo, pour moi, c'est une Digital Factory, c'est vraiment la structure qui permet de nous garantir un build de qualité et la structure qui nous permet de véritablement gérer un run et de construire aussi l'avenir dans un groupe ou une entreprise qui se veut digitalement transformée. Super, Roch, super, ça, c'est inspirant tout ça, c'est vraiment intéressant. Alors, juste pour encore partager avec vous certaines réflexions, parce que aujourd'hui on parle un petit peu de cette partie-là de priorisation et les deux, je pense que vous avez mis le focus sur client centricity approach, l'impact client, le fait de raisonner efficacité opérationnelle. Il y a quand même certaines exigences, certaines attentes un petit peu par rapport à ce projet de transformation. On a évoqué par la suite qu'il y a un gap quelque part avec les ressources humaines, qu'il y a un grand travail avec les ressources humaines, parce que tout simplement, il y a peut-être des nouvelles ressources dont on a besoin, mais également il y a tout un exercice un petit peu d'acculturation, il y a un exercice de redéploiement un petit peu de ces ressources humaines. Après, on ramène un Digital Factory qui essaie un petit peu de parler un langage qui est parfois compliqué pour le reste de l'équipe. On parle IA, IoT, écosystème, innovation, enfin tout c'est des nouvelles terminologies un petit peu, de nouveaux exercices qui bousculent tout le monde. Et parfois, certains business cases où on voit un peu les personnes, où encore une fois, leur manière de faire les choses est bousculée. Bah, derrière, on s'affronte à un grand exercice de conduite de changement et de résistance, quand même très, très important. Et des deux côtés, absolument, c'est un exercice d'acculturation, à la fois pour les employés des institutions financières, banques ou assurances, mais également acculturation des clients. Et il y a cette ambition au niveau de l'institution. Parfois, on ne la retrouve pas chez les clients, mais également, ça frustre en interne et ça nous amène parfois vraiment à des blocages de projets et tout ça. Et là, je viens vous écouter les deux. Je commence peut-être par Leïla. Cette logique-là, cet exercice-là de change management, de culture, cet aspect-là culturel, de switcher, comment vous avez pu gérer quand même ce point important? Oui, alors juste pour faire le lien avec ce qui se disait tout à l'heure, je voulais intervenir quand même sur le sujet de la Digital Factory parce que c'est un vrai sujet qu'on a dû adresser en interne. Et je ne vous cache pas un des sujets, d'ailleurs c'est lié au change, c'est la montée en puissance d'une communauté de product owners. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le secret de la réussite de la Digital Factory. Au-delà d'avoir de la compétence en Scrum Master, en coach agile, en développeur, si on n'a pas des experts métiers qui sont avec le mindset agile, j'allais dire, et voilà, ça va être compliqué, voilà, de monter une Digital Factory, d'être time to market, parce qu'on sera toujours en ayant des gens qui raisonnent en mode V. Oui, je dois faire des specs, je dois recéter, donc c'est vraiment une montée. Déjà, il faut les détecter. C'est vraiment une communauté à animer. Il faut les détecter, il faut les former. Il faut les sortir de leur quotidien, c'est-à-dire que c'est des gens, généralement les bonnes pratiques disent qu'il faut les sortir de leur opérationnel pour qu'ils soient dédiés pendant un certain temps, parce que c'est des talents, dans un certain temps dans cette Digital Factory, 1 an, 2 ans, ça dépend des sprints ou des projets sur lesquels ils sont. Et à un moment donné, ils reviennent à l'opérationnel dans des postes de responsabilité. Donc, c'est une promotion pour eux, ce passage intense dans la Digital Factory. Donc, il y a une gestion RH quasiment spécifique à cette business unit, j'allais dire. Alors, pour revenir, donc ça, c'était juste petite digression. Alors, pour revenir au sujet de l'acculturation client,
Donc, il y avait à la fois un enjeu d'inclusion digitale et financière qu'on a dû mener depuis un certain moment, ça fait au moins 5-6 ans. Donc, ça commence, à mon sens, hein, mais aujourd'hui, je suis moi-même cliente, donc je sais j'utilise ces plateformes, je sais de quoi, qu'est-ce qui finalement facilite l'appropriation ou pas de ces solutions, de ces services digitaux. Pour moi, c'est le côté intuitif et user-friendly. Donc, qui aujourd'hui doit vraiment driver de tout l'aspect des développements, et donc les informaticiens, ils doivent être très empathiques avec le client, et donc du coup, donc ce côté voilà, user friendly, des solutions intuitives facilite donc l'apprentissage sur ce type d'outils. Donc ça, c'est un. Et quand on a aussi des parcours digitaux qui sont fluides, où il n'y a pas de disruption, il n'y a pas d'arrêt, de rupture de chaîne, ça aussi, ça aide. Parce que si on fait un bout du process qui est digitalisé, après on bascule en mode manuel, il faut se déplacer en agence, etc., ramener de la paperasserie, c'est un peu compliqué. Deux, c'est d'avoir nous-mêmes, hein, on a dû avoir une stratégie de communication externe qui soit la plus pushy possible, la plus claire et lisible en termes de proposition de valeur. On a beaucoup utilisé la com digitale, donc les réseaux sociaux, etc., pour diffuser voilà, voilà, toutes nos innovations, tout ce qu'on a déployé. Il y a aussi un autre aspect lié au pricing. Et ça a été, donc on a adapté notre pricing pour allant jusqu'à la gratuité dans certains, ou en tout cas la gratuité dans certaines prestations, pour réorienter le flux vers les outils digitaux. Donc ça, c'est quelque chose qui a marché. On est en train de mesurer aujourd'hui l'impact de cette initiative-là en termes de volume d'ouverture de compte, de souscription au crédit IMO, souscription au crédit conso, souscription banque assurance. Donc on verra j'ai pas beaucoup de recul pour vous donner des chiffres. Il y a eu aussi, on avait mis à un moment donné des livres services bancaires assez élaborés au niveau des agences. Là aussi, on a vu que le client n'allait pas vraiment naturellement là-bas. Donc, on a dû mettre en place des chargés d'accueil pour accompagner le client, l'aider à faire ses transactions et soulager un peu le guichet. Et voilà, pour aider un peu à l'usage des canaux distants. Et on a fait aider par à la fois des chatbots informationnels pour agir avec le client sans qu'il ait à se déplacer en agence, et bien sûr le CRC qui est pour nous un outil, un canal d'information qui est très important, qui est opérationnel 7 jours sur 7, pour permettre la facilitation des usages de plateformes. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Bon, il y a d'autres initiatives, mais bon, l'essentiel, je vous en ai parlé. Alors, sur la force de vente, en plus sur l'acculturation digitale de la force de vente, en plus du passeport digital qu'on a mis en place, il y a eu aussi pas mal de réunions, parce que c'est important ce type de projet, et tu l'as dit, Rida, tout à l'heure, c'est pas un projet de techniciens et de techos, c'est vraiment un projet d'entreprise où il doit avoir un sponsorship fort de la direction générale. Et donc, le fait d'échanger avec le réseau commercial sur l'intérêt, sur les avantages que peut apporter cette transformation digitale à leur métier et à leur business est très importante. Il y a dû avoir pas mal de réunions, notamment avec les responsables du réseau et les partenaires sociaux, c'est très important, pour partager les impacts de ces transformations, parce qu'il y avait certaines idées reçues, que le digital allait accélérer les fermetures d'agences bancaires. On a vu des collègues, des banques qui ont communiqué là-dessus, donc il a fallu rassurer et pour dire qu'il n'y aura pas de fermeture d'agence. On a dû aussi rassurer sur le fait qu'il y a des postes de commerciaux en agence qui vont disparaître au profit des canaux distants. Donc là aussi, on a dû expliquer que les profils vont être transformés, leur métier va passer d'un métier plutôt en mode j'attends que le client vienne chez moi pour me demander une prestation, plutôt un banquier conseil qui apporte de l'expertise à son client, qui prend des rendez-vous commerciaux pour qui demain il passe pas, donc on allège son temps administratif, qui crée plus de valeur. Donc il y a des gens qui sont sentis menacés sur dans leur emploi, pardon. Et donc là aussi, on a dû
faire un travail d'explication sur l'impact sur les métiers et que voilà, finalement, il y a un impact il y a des changements sur la manière, sur les compétences à développer, mais pas sur le métier lui-même. Donc voilà, et il y a eu des métiers aujourd'hui au niveau, ça c'est côté réseau, côté back-office, on n'est pas encore arrivé à ce stade d'explication de l'impact parce qu'on a initié quelques initiatives de robotisation qui, bien sûr, vont économiser de l'équivalent temps plein. L'idée n'est pas là aussi de faire partir des gens, l'idée c'est de reconvertir ces salariés back-office vers des métiers à plus forte valeur ajoutée, plus d'analyse, plus de contrôle et plus de célérité, donc améliorer la qualité de service. Voilà, donc il y a eu tous ces sujets-là qui ont été adressés, en tout cas dans le changement dans ces transformations digitales. Donc voilà, je ne vais pas généraliser, il y a plein de sujets qu'on a adressés, c'est un sujet vaste. Juste peut-être pour conclure, c'est-à-dire que j'ai une conviction et je la partage, c'est qu'aujourd'hui, si on veut que le client s'approprie les outils digitaux, il faut vraiment que les collaborateurs eux-mêmes vivent cela. Donc, et donc, on a dû, au niveau de la RH, développer le même self-care bancaire au service des salariés déjà, dans un premier temps, qu'ils soient les premiers à tester la solution BMC Direct, à tester le mobile banking, etc., d'automatiser, de digitaliser tous les process RH. Donc, il y a eu pas mal de self-care qui a été développé sur les prestations RH. Et le Covid étant passé par là, on a dû aussi développer de manière très intensive le digital learning, puisque aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus faire de la formation présentielle. Donc, ça a vraiment accéléré en 2020 tout ce qui est mobile learning et classe virtuelle. Voilà. Super. Merci. Non, mais super. Leïla, je pense qu'il y a pas mal d'idées intéressantes, cette logique-là d'inclusion financière et digitale. Par contre, pour mieux gérer le temps, je pense que je veux bien aborder avec toi, Roch, bien sûr, si tu peux développer encore sur la partie culture, ça serait bien, mais je veux bien aborder avec toi quand même un sujet qui reste important dans cette, disons, transformation digitale, c'est le sujet de data. Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais moi, je pars d'un constat quand même important en visitant un petit peu pas mal d'institutions financières, c'est qu'on attaque quand même ce sujet de transformation digitale alors que la data, en tant que telle, en tant que projet quand même structurant, on n'arrive pas à le prioriser ou le mettre un petit peu quand même comme projet prioritaire, alors que c'est quand même c'est un projet qui permet d'accélérer disons, la transformation digitale. Et aujourd'hui, il n'y a même pas une stratégie de data au niveau des institutions financières. Je parle simple, c'est-à-dire aujourd'hui, le flux de data qui existe un petit peu au niveau des institutions financières, comme les banques, les assurances, les flux au niveau des constats, des constats, au niveau des bulletins de soins dans l'assurance, les flux dans les contrats, de pas mal de flux de data qui aujourd'hui qui circulent, mais en aucun cas centralisé dans un référentiel clair et tout ça. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'on se rend compte quand même, et ça, je le dis, c'est qu'il y a encore des chantiers de fiabilisation de la data au niveau de nos institutions financières. Et c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve quand même à nettoyer un peu la data, à trouver un petit peu un référentiel unique data, à enrichir la data, parce que beaucoup de data où voilà, on est beaucoup plus dans une gestion, disons, de gestion de compte, beaucoup plus de gestion de clients. Et en vous écoutant, si on veut switcher vers le digital, c'est de switcher d'une gestion de compte ou d'une gestion de contrat à une gestion de relations clients. Et si on veut passer par la gestion de relations clients, il nous faut avoir le maximum de data sur ce client-là, alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est un vrai challenge. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Roch, par rapport à ça. Alors, là-dessus, effectivement, pour moi, la data, c'est the subject. C'est véritablement le sujet, parce que finalement, quand tu as une data non assainie, quand tu as une data non assainie, comment est-ce que tu fais du CRM? Quand tu as une data non assainie, comment est-ce que tu arrives à faire du CRC? Comment est-ce que tu arrives à faire du pilotage? Pour moi, la data, c'est the subject. C'est l'un des sujets qu'il faille prioriser dans un programme de transformation digitale sur les institutions financières, que l'on parle d'assurance ou de banque. Alors,
Sur le sujet culture, avant peut-être de basculer là-dessus, on a la chance d'avoir Leïla qui a été DRH, et je pense qu'elle peut même le dire, le DRH a été quelque peu vécu comme étant un sujet administratif, alors que véritablement il faut passer sur une culture en fait de capital humain. Pour moi, le capital humain n'est pas traité, il n'y a tout simplement pas de transformation digitale, donc c'est extrêmement important qu'on ait un fort focus dessus. Nous, au sein du groupe Sono, sur les sujets data, nous avions une problématique et que tous les groupes d'assurance peuvent, je suis sûr, se reconnaîtront parce que finalement, on a une branche vie, on a une branche non-vie, et donc du coup, on se retrouve avec généralement des corps qui traitent sur la vie et des corps qui traitent en fait sur la vie. Assez indéniablement, on se retrouve avec des tiers qui se retrouvent dans la vie et ces mêmes tiers que l'on retrouve dans la non-vie, et l'on se pose la question de finalement comment est-ce qu'on arrive à garantir l'unicité de ces tiers-là. Et bien dans le groupe Sono, on a également une toute autre problématique, c'est que nous allons nous retrouver avec des mêmes tiers qui sont potentiellement dans la vie, dans la non-vie, mais aussi dans la banque, avec sans aucune possibilité de véritablement constituer ce qu'on appelle en fait un référentiel unique. Donc, dans ce programme de transformation digitale, nous avons véritablement mis à l'ordre du jour un chantier avec des investissements assez colossaux sur le sujet, en nous disant que voilà, avant justement de véritablement garantir la transformation du front, la transformation du back, via l'efficacité opérationnelle notamment, il va falloir que nous puissions assainir nos données. Alors, l'assainissement, ce n'est pas que des outils qui viendront supprimer les doublons ou qui viendront annuler des valeurs qui auraient pu être mal saisies. L'assainissement, c'est aussi comment est-ce que nous arrivons en fait à mettre le métier à la tâche sur ces travaux-là. Donc il y a des task force qu'il va falloir construire, des task force avec les équipes qu'il va falloir constituer, qui vont partir du dossier physique et finalement faire en sorte que les données les plus structurantes soient positionnées dans le corps. Il y a des subtilités aussi techniques où finalement on se met à construire ce qu'on appelle des routines techniques qui viendront et qui permettront de détecter de façon automatique des doublons ou qui permettront de se dire, bon voilà, on se rend compte qu'il y a des champs d'actes de naissance avec des années à 1799 ou des années à 1900, ça a peu de sens, et toper en fait ce type de valeurs-là qui finalement ne sont pas valides et sortir ce qu'on appelle un dictionnaire en fait d'erreurs et les mettre en fait au service d'une task force qui viendra et véritablement en fait corriger ces données au niveau des corps. Nous avons aussi des actions parce que finalement, il faut profiter de l'écosystème que nous offre aujourd'hui la toile avec des réseaux sociaux qui sont disponibles, avec des profils clients qui sont potentiellement disponibles sur la toile. C'est comment est-ce qu'on arrive à bénéficier de l'écosystème social pour justement récupérer de la donnée très intéressante sur les clients et venir finalement les mettre à jour en fait dans nos corps. Donc oui, la donnée a une part véritablement importante chez nous au sein du groupe. Donc nous avons également dans un deuxième temps construire en fait ce qu'on a appelé ce référentiel unique, pouvoir identifier nos tiers de façon unique, qu'ils soient de la vie, qu'ils soient de la non-vie ou même qu'ils soient dans la banque. Et c'est également un chantier sur lequel nous sommes en ce moment. Et l'un des axes de cette restructuration que nous avons monté constitue à faire en sorte que l'assainissement et le référentiel unique soient véritablement un des chantiers qui passe prioritaire. Donc voilà, pour moi la data, sans data, on peut véritablement rien faire. Aujourd'hui, la donnée est à la base en fait de la création de ces nouveaux services-là. La data tient une place importante car elle permet aux entreprises et donc au groupe Sono de prendre des décisions stratégiques. Donc pour moi, c'est un chantier extrêmement prioritaire. Il faut arriver en fait à le faire comprendre au management et à faire en sorte que des moyens adaptés puissent être adaptés à cela. Et après, il y a de nouveaux métiers qui sont intégrés, hein, des data scientists, des data analysts, des data stewards, qui arrivent avec un outillage assez fort qui permet justement de garantir une structuration beaucoup plus immédiate en fait de ces données, toujours au service du business. Absolument. Une des questions des intervenants, c'était un petit peu par rapport à ce socle data, et notamment sur la partie CRM, connaissance client, et dans quelle mesure nous avons un socle data ou un CRM de data suffisant qui nous permet de faire de l'intelligence artificielle et des simulations un petit peu de comportement client. Et ça, c'est quand même un enjeu majeur aujourd'hui. Est-ce que nous disposons aujourd'hui de la data suffisante pour passer à l'étape intelligence artificielle, et on connaît l'importance de la data par rapport à ces use cases? Alors, moi je pense que c'est encore très tôt. C'est encore très tôt. Je vais prendre humblement l'exemple du groupe Sono. Techniquement,
même fonctionnement, nous n'avons pas le niveau de données qui nous permettent de basculer sur de l'IA. Mais par contre, on doit se préparer à basculer sur de l'IA. Aujourd'hui, dans notre programme, je parlais d'une vingtaine de projets, mais c'est des projets qui vont de la relation client à la data. On va créer des sites web, on va self-cariser nos clients, on va digitaliser nos process, on va nous ouvrir en fait à l'écosystème. Mais véritablement, aujourd'hui, nous considérons que la data que nous avons ne nous permet pas de nous tourner vers l'IA, mais indéniablement, nous devons nous préparer à aller vers là. Donc, quand nous construisons un CRM, nous nous donnons la possibilité de récupérer la data qui nous permettrait véritablement de nous orienter vers des activités de ce type. Tout ce qui est data mining, tout ce qui est data analyst, et ainsi de suite, c'est quelque chose que nous prévoyons dans nos stratégies de développement sur le CRM. Voilà, donc je pense qu'il faut le faire step by step, assainir, constituer un référentiel unique, se mettre en ordre de marche pour collecter beaucoup plus, se donner beaucoup plus d'agilité en permettant de rajouter des champs un peu à la volée, s'ouvrir vers l'extérieur parce que c'est via l'écosystème que nous arrivons à être véritablement disruptifs et maintenant nous positionner sur de l'IA et aller plus loin. Mais c'est maintenant qu'il faut le penser, il faut l'intégrer dans la stratégie de nos structures. Super, super. C'est très intéressant tout ça. Je ne sais pas, Leïla, si tu veux rajouter peut-être un petit point, on a peut-être une minute, mais je voulais juste après peut-être pas. Vas-y, Leïla. Rapidement dire pour compléter, c'est-à-dire nous on a une approche à un certain moment de faire comme je l'ai dit, des proof of concept sur des use cases big data, notamment sur un qui est assez connu dans le secteur bancaire, qui est l'attrition, ce qu'on appelle le churn, basé sur un certain nombre de data que nous brassons déjà aujourd'hui. Hein. Et donc, et ça a donné vraiment de bons résultats. Ça a pris un peu de temps, mais ça a donné de bons résultats. Aujourd'hui, de manière concrète, on arrive à communiquer les résultats de cette analyse prédictive à notre réseau. Malheureusement, je n'ai pas d'éléments de KPI à partager avec vous, mais en tout cas, ce que je sais à travers quelques discussions avec le réseau, c'est qu'il commence déjà à anticiper les risques d'attrition de certains clients, voilà, et d'agir en amont pour les capter. Mais on aura à un moment donné, on pourra mesurer l'impact de cela. Mais ça a été très intéressant comme exercice. Ça a permis d'ailleurs de mesurer le gap de data qui nous manquait et de faire un travail d'enrichissement, d'assainissement. Absolument, absolument. En tout cas, il y a pas mal de business cases mis en place par pas mal de compagnies d'assurance, notamment sur, par exemple, challenger la valeur d'experts sur la valeur de l'auto et donc en ayant comme un Argus, une base de données sur la partie auto, on récupérait l'ensemble de l'historique, un peu de la valeur historique des voitures par ancienneté, par marque. Donc, on peut challenger un petit peu la valeur, disons, d'occasion un peu des voitures pour mieux challenger la valeur donnée par l'expert. Donc, juste pour synthétiser, donc au final, si on arrive vraiment à répondre un petit peu aux questions posées à ce panel-là, c'est que il y a un grand sujet priorisation, mais pour moi, ce que je retiens par rapport à ça, il y a un axe fondamental qui est client, centré client, répondre aux vrais besoins de clients au final pour prioriser, mais également, il faut qu'il y ait un business case. Un business case veut dire qu'il faut qu'il y ait un PNB ou un chiffre d'affaires de plus, mais qui est de coefficient d'exploitation qui est en moins, et donc du coup, il y a un gain en termes de coûts ou une croissance en termes de business. Il y a également un grand sujet de ce que vous avez appelé tout à l'heure le bilan le passeport de formation, de nouvelles compétences et tout ça. Et c'est important d'être entouré par des personnes qui sont très agiles et qui sont aptes aujourd'hui de mener à bien ces projets de transformation avec un grand focus sur ces projets-là. Derrière ça, ça peut être facilité par une dynamique interne de Digital Factory, d'Open Innovation, de use case réel avec l'écosystème innovation. Un grand exercice d'acculturation, il est nécessaire à deux niveaux. Vous avez parlé d'exercice d'acculturation de clients à travers la communication, la manière de concevoir les projets, que ce soit fluide, simple et tout ça. Et également un travail d'acculturation interne pour savoir comment traiter un petit peu les nouveaux métiers ou le redéploiement un peu du métier de front office ou de back office et autres. Ceci étant, le sujet data, on pense que clairement, c'est un sujet quand même très, très, très important. Donc, si on résume, c'est prioriser, c'est investir dans l'intelligence humaine, c'est créer de Digital Factory, c'est changer la culture et
maîtriser la data, parce que c'est avec la data qu'on crée des vrais critères de différenciation sur le marché en Afrique. Merci encore une fois, Leïla. Merci, Roch. Merci. C'était très intéressant. Merci tout le monde. Merci.